Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de cette émission, on vous dira comment se préparer et résister aux turbulences boursières. On parlera aussi impôts et nous vous dirons quel mode de taxation choisir pour vos revenus financiers. Faut-il opter pour la flat tax ou au contraire pour l'impôt sur le revenu? On vous expliquera tout. On parlera également investissement immobilier. Nous vous dirons comment investir dans une SCPI sans avoir nécessairement le cash pour. Enfin, on parlera des familles recomposées, comment organiser, transmettre son patrimoine dans une telle configuration. Réponse là encore en fin d'émission. Mais d'abord, comme chaque mois, c'est parti pour le JT de CQFD. Et on démarre ce journal avec cette annonce signée Gérald Darmanin qui fait grand bruit, qui fait parler parce que le fisc va bientôt pouvoir scruter nos profils sur les réseaux sociaux, Émilie. Et oui, le ministre des Comptes publics l'a annoncé sur le plateau du magazine Capital. L'administration fiscale va surveiller les réseaux sociaux pour traquer d'éventuelles fraudes. L'idée, c'est de vérifier que les photos que vous publiez sont bien en adéquation avec ce que vous déclarez au fisc. Alors, par exemple, si vous vous faites prendre en photo avec une voiture de luxe alors que vous n'en avez pas les moyens, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté ou peut-être pas, nous dit en substance Gérald Darmanin. S'il y a soupçon, une enquête pourra ensuite être diligentée sous la supervision de la CNIL pour garantir, nous dit-on, le respect de notre vie privée. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'une expérimentation qui s'est remise en place en janvier 2019. Si vous faites partie de ceux qui payent encore la taxe d'habitation, c'est ce mois-ci, c'est en novembre, qu'il faut la payer, qu'il faut s'en acquitter, mais il faut l'avouer qu'avec sa suppression progressive, pas facile, Émilie, de s'y retrouver. Et oui, Bercy vient justement de lancer un outil pour nous aider. Il s'agit d'une carte interactive mise en ligne sur le site économie.gouv.fr. Alors concrètement, il s'agit d'une carte détaillée où vous pourrez trouver région par région le nombre de foyers assujettis, ceux qui bénéficient de la baisse ou encore le gain moyen par foyer. Rappelons que la taxe d'habitation est censée avoir diminué de 30% pour 8 foyers sur 10, soit 17 millions de ménages en octobre dernier. Une baisse de 65% est attendue en 2019 avant une suppression totale en 2020. Mais dans les faits, c'est sans doute un petit peu plus compliqué. Certaines communes ont quand même vu leur taxe d'habitation stagner, voire même carrément augmenter. Elles auraient en fait augmenté le taux de leur taxe d'habitation pour faire face au manque à gagner de cette réforme. Autre gros chantier pour l'exécutif, pour le gouvernement, Émilie, le prélèvement à la source. Alors, avant son arrivée, qui est prévue, on le sait, pour janvier prochain, Gérald Darmanin, encore lui, il a tenu à faire un petit point d'étape. Et selon lui, cette réforme pourrait générer pas moins de 700 millions de recettes fiscales supplémentaires. Le ministre qui en a profité pour rappeler que le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu en France est très bon, de l'ordre de 98%, mais celui sur les cotisations sociales qui s'effectuent via la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, est encore meilleur, de l'ordre de 99%. Et ça tombe bien, nous dit le ministre, puisque la collecte de l'impôt à la source se fera justement via ce système de DSN, ce qui permettrait d'améliorer d'un point donc le recouvrement de l'impôt, qui, rappelons-le, rapporte 70 milliards par an. Mais la Cour de compte n'est pas forcément sur cette ligne, puisque dans son dernier rapport, elle pointe des incertitudes sur le rendement de cet impôt qui pourrait aller jusqu'à 2 milliards de plus ou de moins qu'attendu. Allez, on termine ce journal par cette bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour qui? Pour les agents immobiliers, Émilie. Et oui, la jurisprudence vient d'évoluer en leur faveur. Alors jusqu'à présent, lorsqu'un compromis de vente était signé mais qu'une partie se rétractait, eh bien l'agent ne pouvait pas prétendre à sa rémunération. La Cour de cassation, dans un récent arrêt, en a décidé autrement. À partir du moment où un compromis de vente est signé, eh bien l'agent a droit à sa commission, et ce, même si la vente est finalement annulée et qu'il n'y a pas d'acte notarié. Voilà donc pour cette bonne nouvelle pour les agents immobiliers. Merci, Émilie. Merci David, à bientôt. Comment résister aux turbulences boursières? On voit ça avec Stéphane Ventron. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, c'est vrai que voilà, les mois d'octobre ont souvent été dans l'histoire turbulents sur les marchés financiers. On se met d'accord quand même. On n'a pas connu une craque, c'est une correction. On en a vu d'autres et on en connaîtra d'autres. Sans aucun doute. Ceci dit, ça reste une belle correction. Moins 7,5 sur le MSCI World le mois dernier, au mois d'octobre. Ça reste des proportions assez importantes et paradoxalement, dans un contexte macroéconomique qui est plutôt bon, mais avec des craintes de la part des investisseurs d'être en retard par rapport au programme de la Fed, puisque l'inflation se maintient et les taux pourraient remonter plus haut que ce qu'attend le consensus.
Le consensus est donc pris un petit peu à contre-pied et ça corrige sur les titres qui précisément avaient emmené le marché. En premier lieu, les valeurs technologiques. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a appuyé assez fort sur le marché et puis dans le sillage sur l'ensemble des places boursières. Donc un mois compliqué effectivement. Ouais. Avec tous les risques géopolitiques, on n'a pas le temps d'y revenir, mais il y a les risques géopolitiques, il y a la Fed effectivement qui enlève sa béquille monétaire, qui donne moins d'argent et plus cher. Tout ça effectivement, il y a un moment donné, ça peut cristalliser les peurs et un début de panique, entre guillemets début de panique, parce qu'effectivement ça reste violent. Ça reste une prise de gain pour beaucoup aussi. Il ne faut pas oublier que sur le S&P 500, pour un investisseur américain, qui est quand même là d'où viennent le principal des flux, on réalise pratiquement 300% de performance sur ce cycle financier. Donc des performances colossales, donc c'est logique de les écréter. Quand on a fait 300% effectivement et qu'on perd 7%, ça reste raisonnable, bon. Ça reste des gains. Après c'est désagréable, notamment pour ceux qui ne sont pas rentrés au tout début, qui n'ont pas fait tout le chemin de la hausse, les 300%. Est-ce qu'il y a des conseils? On peut se dire, il y a des conseils pour éviter de subir ces à-coups qui sont violents, beaucoup de volatilité, où finalement on se dit que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Non, alors il faut absolument essayer d'accompagner les investisseurs pour essayer de lisser ces à-coups. On ne pourra pas les éviter. Si on est exposé à du risque pour générer de la performance, pour espérer attraper une partie de ces 300% comme on a pu les vivre, il faut être investi sur les marchés. Néanmoins, il faut de la méthode pour investir et non pas parier. Et pour avoir cette méthode, eh bien, il faut diversifier. Et diversifier, on en parle très souvent, mais en revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Terme largement galvaudé, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas seulement investi sur le CAC 40, c'est ça? Quand on est juste sur le CAC 40, on n'est pas diversifié, c'est ça? Absolument, mais en revanche, est-ce qu'on va vraiment se diversifier, pour reprendre cet exemple, en achetant du CAC 40 et en achetant du DAX? Pas réellement. L'indice allemand. L'indice allemand. On est sur des marchés qui sont vraiment très interconnectés. Et donc, pour diversifier, il faut avoir un très grand spectre géographique, c'est-à-dire acheter du marché américain, du marché japonais, des marchés émergents. Parce qu'ils ne se comportent pas de la même façon. Et pas dans le même tempo. Et pas quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui peut baisser, etc. Ou c'est pas... C'est comme un petit peu corrélé tout de même. Bien sûr, c'est corrélé sur courte période. Mais en revanche, on a de véritables divergences sur plus longue période. Cette année, par exemple, les indices américains, depuis le début de l'année, sont encore en hausse, là où les indices européens sont en baisse. Malgré l'écart du mois d'octobre, puisque les indices US ont fait un petit peu pire. Donc on peut avoir de véritables divergences, et en particulier sur des cycles plus longs. Je vous ai parlé de 300% sur le S&P 500, on en est très loin sur les marchés européens. Donc il y a des véritables dynamiques autonomes. Le fait de diversifier permet d'avoir une vraie diversification. Une moindre variabilité de la performance de son portefeuille. Et puis la diversification, ça signifie aussi utiliser l'ensemble de la palette des actifs. Les actions, les obligations convertibles, l'immobilier coté, utiliser l'ensemble des actifs financiers. Les matières premières, pourquoi pas? Les matières premières, Exactement. Absolument. Donc l'ensemble des actifs cotés pour avoir une véritable logique de diversification et aussi, c'est le deuxième élément, c'est qu'être diversifié, c'est une bonne chose. Mais comme on se le disait, il peut y avoir des actifs qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Et donc ça amène à avoir une déformation de l'allocation qu'on va avoir au début de son portefeuille. Et là, un biais qui est non voulu, qui est non souhaité. Et donc c'est là qu'il faut être discipliné. Et ça, c'est souvent contre-intuitif pour la plupart d'entre nous, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à favoriser ce qui a bien fonctionné et à couper, à sortir de ce qui n'a pas bien fonctionné, alors que précisément, en moyenne, il faut plutôt faire le contraire. Avoir la discipline, décréter, de prendre une partie de ses gains sur ce qui a bien fonctionné. C'est ce qui s'est passé récemment sur les marchés américains. Et en revanche, de réinvestir, de revenir sur ce qui a coûté, mais qui rapportera demain. Donc mathématiquement, si je résume, si vraiment je diversifie bien actions américaines, actions françaises, de l'obligation, de l'immobilier, des matières premières, et si je revois bien la pondération, encore une fois, dans mon portefeuille, en disant par rapport à là où j'ai bien gagné, je prends mes bénéfices, au global, mathématiquement, on s'en sort mieux que l'investisseur qui ne fait rien? Absolument, parce que c'est vrai que ça nous permettra, plus on a de sources de performance. Et si on adapte l'horizon d'investissement, eh bien on arrive à calibrer l'espérance de gain. On ne peut pas dire, en tant que professionnel du marché, combien les actions peuvent rapporter sur 3 ou 6 mois, ou même sur un an. C'est extrêmement compliqué. En revanche, sur un horizon d'une dizaine d'années, on sait que l'ensemble des marchés mondiaux, on peut espérer une performance sur un cycle annualisé de 7, 7,5. C'est la moyenne historique. Donc plus on ajuste la durée et plus on diversifie, plus on peut avoir une vision précise de ce qu'on peut gagner sur les marchés. Avec un portefeuille diversifié. On a fait l'exercice, nous, en utilisant toutes les classes d'actifs et en se repondérant une fois par an, pas plus. La discipline, ce n'est pas non plus changer tous les jours. Mais une fois par an, on se remet à l'équerre par rapport à son portefeuille. On sort une performance annualisée de 6,5 en étant très diversifié sur l'ensemble des marchés mondiaux, sachant qu'il n'y a pas de mystère, il y a 2008 dedans. Donc ça fait moins 20 en 2008, 6,5 de performance annualisée. En prenant bien en compte les moins 20 de 2008. Absolument. Ça ne veut pas dire 6% de performance tous les ans. Évidemment, évidemment. C'est intéressant parce que ces moins 20% en 2008, ça nous rappelle un conseil, un adage, comme quoi la peur en bourse
est souvent mauvaise conseillère. On a préparé, vous avez préparé une infographie quand même on va la voir quand même en plein écran pour qu'on la comprenne bien. En apparence, ça file la migraine, mais quand on l'explique, c'est hyper intéressant. Je vous laisse parler là. Alors je suis désolé, je suis venu sans Doliprane, mais avec quelques explications. En réalité, les bâtonnets gris, ce sont les performances en année civile sur les marchés européens depuis le début des années 80. Ouais, jusqu'en 2016. Absolument. Et le point rouge, en revanche, c'est le pire point atteint au cours de l'année. Ce qui signifie en termes clairs qu'en moyenne, sur chaque année, on va subir une baisse de 15% en moyenne chaque année au pire moment de l'année. Mais ça n'empêche pas les marchés de progresser dans plus de 75% des cas. Et voilà. 4 années sur 5. Ce qui signifie que malheureusement, et c'est ce qu'on constate avec les investisseurs, souvent, on a la peur qui prend au ventre et qui fait que, à un moment, on glisse, on sort. Moins 10, moins 15, Ouais. on sort, on réalise sa perte, Ouais. alors même qu'en tenant, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année, on aurait été en gain. Et c'est ce qu'on voulait montrer avec cette diapo, où finalement, pour se rappeler en perspective, heureusement, les marchés financiers, dans la durée, si on reste investi, ça rapporte quand même de l'argent dans plus de 75% des cas. Voilà, donc on l'a bien vu, hein. On peut résister aux turbulences boursières quand on se donne quelques principes à suivre et à s'appliquer au quotidien. Merci pour ces explications, Stéphane Montron. Avec grand plaisir, merci Bye. beaucoup. Quelle stratégie pour tirer parti des SCPI? On voit ça avec Stéphanie Lacroix. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre conviction vraiment quand on veut avoir un complément de revenus en vue notamment de sa retraite. La SCPI, c'est devenu vraiment un outil pour vous qui est incontournable? Ah oui, Il y a pas le choix. la SCPI s'impose si vous voulez obtenir des revenus complémentaires. Rappelons qu'une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ça vous permet de détenir de façon indirecte un parc immobilier qui peut être du bureau, du commerce, de la santé, de l'éducation, du résidentiel. Et vous êtes sans souci de gestion puisque c'est la société de gestion qui gère pour votre compte l'intégralité de ce parc immobilier. Ouais, on a une petite part, à due concurrence de ce qu'on a misé, mais on a une petite part et on a des droits dessus, notamment de toucher des loyers. Exactement. Alors, avec une mise qui peut être de quelques centaines d'euros, effectivement, vous allez vous constituer des revenus complémentaires qui vont arriver tous les trimestres, le mois qui suit le trimestre 6000. Et l'intérêt, c'est que ce sont des revenus complémentaires qui sont relativement stables dans le temps. Ouais. Après, se pose la question, évidemment, il faut en parler de la fiscalité. Quand on souscrit en direct, qu'on achète des parts des SCPI, on dit que fiscalement, c'est pas optimal, c'est vrai ça? Non, c'est intéressant. Alors, ça va dépendre de votre tranche marginale d'imposition. C'est vrai que si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition basse, ça a d'autant plus d'intérêt d'aller acquérir des parts des SCPI. Et sachant que, par exemple, si vous placez 30 000 euros et que vous êtes détenteur de 30 000 euros et que vous souhaitez avoir des revenus complémentaires, en placement 30 000 euros, c'est à peu près 1 350 euros de revenus complémentaires par an, ce qui fait l'équivalent de 340 euros à peu près par trimestre. Donc ça a vraiment du sens. Et puis si vous ajoutez à ça la mutualisation du risque, puisque vous êtes bien détenteur d'un parc immobilier et pas seulement d'un seul actif, une gestion complètement déléguée à la société de gestion, la facilité de souscription, je le rappelle, une SCPI, vous remplissez un bulletin de souscription, une carte nationale d'identité, c'est pas nécessaire de passer chez un notaire. Et hop, la tour Samsung, elle est à vous. Voilà. Alors c'est une mutualisation, vous n'êtes pas détenteur d'un seul actif, mais d'une multitude d'actifs. D'où la diversification aussi, à la fois géographique, sectorielle. Exactement. Ouais. Donc ça assure justement ces revenus stables dans le temps, avec une simplicité vraiment de souscription. Ouais. Quand on est dans les premières tranches d'impôts, effectivement, ça peut être intéressant. Quand on est dans les tranches d'impôts plus élevées, là, on se dit que l'assurance vie, peut-être que si on loge une SCPI dans son contrat d'assurance vie, fiscalement, c'est plus clément, c'est plus doux? Oui, alors on a souvent tendance à dire que l'assurance vie est le placement préféré des Français. On dit aussi que l'immobilier est le placement préféré des Français. Si on marie les deux. Et finalement, quand on marie les deux, ça peut vraiment avoir du sens, toujours dans cette volonté de faire de la mutualisation au sein de son contrat d'assurance vie. Donc à côté des obligations, à côté de l'international et des actions, avoir de l'immobilier qui est un peu décorrélé, ça peut vraiment avoir du sens. Et puis, vous le disiez à juste titre, pour des patrimoines et des tranches marginales d'imposition élevées, eh bien, la fiscalité qui va s'appliquer aux revenus issus de la SCPI, à partir du moment où les revenus sont bien réinvestis dans le cadre du contrat, au moins sur 8 ans, eh bien, ils ne sont pas fiscalisés. Donc ça a vraiment, vraiment du sens. Ouais. Donc il y a différentes stratégies et il y en a une qui est intéressante parce que vous preniez l'exemple, Stéphanie, d'avoir 30 000 euros à placer pour acheter des parts de SCPI. Mais si on n'a pas, encore une fois, ces 30 000 euros qu'on a moins à placer, qu'on n'a pas cet apport dans son intégralité,
La solution peut passer aussi par une souscription à crédit. Les taux sont bas, c'est aussi l'occasion parce que les CPI rapportent plus, de faire un espèce d'effet de levier. Alors exactement, je dirais que c'est l'intérêt aussi du placement SCPI, c'est que vous pouvez le faire à crédit. Hein. Pas tous les placements, vous ne pouvez les effectuer à crédit, les SCPI, oui. Donc supposons que vous n'ayez pas du tout d'argent aujourd'hui, mais que vous soyez en train de préparer par exemple votre retraite et que dans 10 ans vous ayez besoin de ces fameux revenus complémentaires dont on parlait tout à l'heure. L'utilisation du crédit aujourd'hui, ça a vraiment du sens. Pourquoi? Parce que vous avez des taux de crédit qui sont relativement bas. Et au final, vous allez vous constituer une épargne avec un effort d'épargne qui va être limité. Si on prend un exemple, supposons que vous fassiez un crédit de l'ordre de 50 000 € pour acheter des parts des SCPI. Eh bien, en termes d'effort d'épargne, en partant du principe que vous avez un taux de crédit de 2%, ça va être un effort d'épargne. Et un rendement de quoi, 4 et quelques? Les SCPI, la moyenne l'année dernière, c'était 4,40, mais prenons une moyenne de 4,5 à peu près pour l'exercice 2018. Bien, globalement, ça va vous coûter 32 000 €, alors qu'au terme, vous aurez un patrimoine de 50 000 € qui va vous générer des revenus complémentaires. Donc ça a vraiment, vraiment du sens. On peut prendre un crédit intégral, on finit là-dessus, on peut totalement tout financer à crédit, il faut toujours qu'il y ait un apport. Alors ça dépend les banques, mais effectivement, vous pouvez tout financer à crédit. Merci pour ces explications, Stéphanie Lacroix. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, cette question à présent, s'agissant de la taxation de vos revenus financiers, quelle option choisir entre le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, et l'impôt sur le revenu? On voit ça avec Alexandre Boutin. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, 30 secondes pour rappeler quand même que c'est une des mesures fiscales phares, le FU de, encore une fois, prélèvement forfaitaire unique, mesure phare du quinquennat Macron. En 20 secondes, quand même rappeler le principe. Tout à fait. Loi de finances 2018, on a une nouveauté, on a le prélèvement forfaitaire unique, alias la flat tax, qui a vocation à taxer de manière forfaitaire les revenus financiers. Donc c'est une volonté de simplification du gouvernement, de prévisibilité de l'impôt et de lisibilité de l'impôt. Au final, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des mesures antérieures qui sont préservées. Et qui coexistent. Exactement. Bon, encore une fois, cette flat tax de 30%, qu'est-ce qu'on fait? On la retient d'office pour la taxation de ces revenus financiers parce que c'est plus avantageux ou ça dépend des montants? C'est pas si évident que ça. Alors c'est la taxation par défaut des revenus financiers. Alors quand je parle revenus financiers, ce sont les intérêts obligataires, on ne parle pas du livret A évidemment, les actions, les revenus actions, les dividendes et puis les plus-values mobilières. Donc ces trois catégories de revenus principalement peuvent être taxés au prélèvement forfaitaire unique. Je rappelle que le prélèvement forfaitaire unique, c'est deux taux. C'est un taux à 12,8% pour le barème de l'impôt sur le revenu, barème forfaitaire, et les prélèvements sociaux au taux de 17,2. Et je dirais que malheureusement ou heureusement, peu importe, cohabite une deuxième fiscalité, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui a été préservé pour ces catégories. La tranche marginale d'imposition. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on aura la possibilité de choisir le barème progressif ou le prélèvement forfaitaire unique. Ouais. Alors comment savoir si on est gagnant ou pas, si on choisit l'un ou l'autre pour le coup? Comment on sait? C'est à partir d'un certain montant qu'on se dit, bah, tiens là, mieux vaut que je reste à l'impôt sur le revenu en fonction de ma tranche marginale d'imposition ou je prends cette flat tax de 30%. C'est au cas par cas. Hors revenu foncier, on a oublié de le dire. Hors revenu foncier. Ouais. C'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature du revenu qu'on prend en considération, eh bien, il faut faire le calcul pour savoir si le PFU est plus intéressant que le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si je prends le dividende, de façon assez schématique, la distribution de dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui permet de bénéficier d'un abattement de 40% sur le revenu distribué, eh bien à partir de 30%, le prélèvement forfaitaire unique est plus intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une tranche marginale d'imposition qui est supérieure à 30%, j'ai plutôt intérêt à aller sur le PFU. C'est ça la règle? Oui, ça c'est la règle schématique pour la distribution de dividendes. Ce n'est pas la même chose pour la plus-value immobilière. Ouais. Alors justement, on fait quoi pour la plus-value? Parce que pour les plus-values immobilières, il y a... En France, plus on détient longtemps des actions, plus il y a ce qu'on appelle des abattements qui permettent d'avoir une base taxable, mais en fait plus faible. Alors c'est vrai, mais pour les titres qui ont été acquis ou souscrits avant 2018. Oui. Pour les titres qui sont acquis à partir de 2018, le prélèvement forfaitaire unique semble être la fiscalité la plus favorable. Si je reprends pour les titres qui sont acquis avant 2018, on a ce qu'on appelle les abattements pour durée de détention qui sont préservés. Les abattements de droit commun. Alors, les abattements de droit commun, c'est pour des durées de détention entre 2 et 8 ans, avec des abattements qui sont de 50 ou 65%. Et on a un petit tableau d'ailleurs qui va arriver là-dessus. On va le voir arriver. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chiffres et donc c'est bien d'avoir un tableau en plus. Voilà. Comment on peut le commenter alors justement ce tableau? Commentons le tableau. On voit que pour les titres acquis avant 2018, on a deux possibilités, donc le prélèvement forfaitaire unique ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu. À gauche et à droite. Voilà, qui est une option globale.
Si j'opte pour le barème progressif, c'est pour l'intégralité de mes revenus financiers que le barème progressif s'applique. Ouais. Donc j'ai des abattements de droit commun, 50 ou 65% en fonction de ma durée de détention, et j'ai des abattements renforcés qui ont été adoptés en 2014 dans des cas spécifiques. C'est lorsque j'ai souscrit à des titres dans les 10 ans de création de l'entreprise, ou lorsque j'ai été créateur d'entreprise. Et puis pour les dirigeants partant à la retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 €. Ouais. Eh bien ces abattements renforcés de 65 ou 85%. Le maximum justement, 85%, ouais. C'est dans quelle configuration qu'on a? C'est lorsque je suis créateur d'entreprise ou lorsque j'ai souscrit au capital d'une société dans les 10 ans de sa création. C'est ça, voilà. Et bien là, à 100% des coûts, peu importe la tranche marginale d'imposition à laquelle on est imposé, eh bien le barème progressif est plus favorable que le prélèvement forfaitaire unique. Voilà. À partir de 65% d'abattement, là, ça jauge. Je dirais que si on fait encore la même chose que tout à l'heure de façon très schématique, à partir d'une TMI de 30%, eh bien le barème progressif. Taux marginal d'imposition de 30%. Ouais, taux marginal d'imposition, le barème progressif peut être. Donc c'est pas mécanique, cette flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, hors foncier, c'est important de le rappeler. Voilà, c'est pas mécanique, c'est pas automatique. Non, même s'il y a une règle qui semble sur les dividendes. Il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes, après il faut faire du cas par cas. L'avantage, c'est qu'on se décide que l'année prochaine au moment de la déclaration de revenus. Donc ça, c'est un point qui est positif, on n'a pas besoin de se décider tout de suite. Et puis, je dirais, le petit conseil de fin de page, c'est qu'il faut se faire accompagner parce que les décisions ne se prennent pas comme ça. Il y a des impacts qui sont importants, des impacts fiscaux forts. Allez, merci pour ces conseils, Alexandre Boutin. Bonne journée, bye. Au revoir. Comment organiser son patrimoine quand on est une famille recomposée? On voit ça avec Valérie Benudis. Bonjour. Bonjour David. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène de société, mais c'est aussi un vrai sujet de préoccupation de la part des Français, de vos clients. Il y a de plus en plus de familles recomposées, et donc voilà, pour gérer, pour optimiser, pour transmettre son patrimoine, ça change la donne. Oui, effectivement, on est de plus en plus interrogé par nos clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 10% des familles sont recomposées. Un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée, donc c'est pas neutre. Et les préoccupations sont diverses et variées, puisque les situations sont différentes, les enjeux sont variables. Donc on est très régulièrement aujourd'hui interrogé sur ce sujet. D'autant que le droit de la famille, enfin le code civil, il est bien configuré par rapport justement à ces familles recomposées? Alors pas du tout. Le droit de la famille en France n'est pas prévu pour une famille recomposée, il est prévu pour une famille traditionnelle. Ce qui veut dire que si l'on ne fait rien, le droit va s'appliquer en l'état. Ouais. Alors il y a évidemment les questions qui reviennent les plus fréquemment. C'est quoi? C'est on s'est remarié et on a envie de favoriser l'enfant du premier lit de son premier mariage. C'est une question qui va revenir, ça, non? Oui, alors ça, c'est une des questions qui nous revient le plus. C'est la première d'ailleurs. C'est la première. Ouais. Comment favoriser l'enfant de ma première union? Alors il y a différents outils pour ça. Évidemment, l'assurance vie. C'est le plus bel outil pour compenser les défauts que pourrait avoir le Code civil. Vous avez les donations, les testaments. Alors, il y a tout un tas de précautions à prendre, évidemment, mais c'est des outils qu'on utilise très régulièrement. Dans les questions qui nous viennent aussi, c'est comment, à l'inverse, protéger son conjoint, ne lésant pas ses enfants d'une première union. Mais si on veut protéger le conjoint... Bon, alors on veut protéger ses premiers enfants, on veut protéger à la fois son nouveau conjoint... Ouais. Et c'est possible, pour le coup? Alors, c'est possible. Il faut, là aussi, organiser tout ça en amont. Je dirais que pour les adeptes du « je n'irai plus jamais » sur le mariage reste en fait une solution très efficace pour protéger son conjoint. Donc, très souvent, on va recommander à nos clients de se remarier si toutefois ils n'écartaient pas la solution. Parce qu'effectivement, si on est concubin, partenaire d'un PACS ou époux, on ne sera pas traité de la même façon par le droit de la famille. Après, il y a cette idée de trouver un bon équilibre entre les enfants du premier lit, de la première union, les enfants qu'on peut avoir en commun dans ce nouveau couple, dans cette nouvelle famille. Là aussi, il y a un équilibre à trouver? Oui, dans l'idéal, certains veulent même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'égalité parfaite entre enfants d'une première union et enfants communs au couple peut exister. C'est notamment un dispositif qui existe et qui est poussé par le Code civil et qui s'appelle l'adoption simple. On peut adopter les enfants de son conjoint et qui sont issus d'une première union, si tant est que les deux parents soient d'accord, que l'enfant mineur, il faut qu'il ait 13 ans, soit d'accord également. Il y a quelques dispositions à prendre, mais on peut aussi adopter les enfants d'une première union de son conjoint. Bon, et organiser, on finit là-dessus, la succession. Sa succession, c'est pas un casse-tête. Et puis on pense évidemment à Johnny Hallyday, à sa succession. Ça se passe mieux en général ou Le cas de Johnny est un peu exacerbé par sa notoriété, sa fortune, mais en réalité, il n'est pas si rare que ça. Donc,
oui, l'organisation d'une succession, c'est un casse-tête. Ce que j'aurais envie de recommander, c'est effectivement qu'il faut d'abord lister ses priorités. Quels sont mes objectifs prioritaires? Protéger mon conjoint, protéger mes enfants. Si on a quelques projets de vie, acheter une maison, etc., bien y réfléchir en amont pour se faire accompagner sur toutes ces étapes de vie qui sont importantes pour les deux. Donc la conclusion, c'est que tout ça se prépare. Il faut absolument le Code préparer. civil n'est pas bien configuré par rapport, encore une fois, aux familles recomposées. Et si on veut ne pas léser, encore une fois, ses premiers enfants, si on veut favoriser un peu sa nouvelle conjointe, tout ça se prépare. Et le hasard n'y est pour rien. Si on ne prépare pas, les règles s'appliqueront par défaut. Donc il faut absolument organiser, il faut se faire accompagner par un notaire, et pas les meilleurs. Absolument. Merci pour ces explications, donc Valérie Benidis. Merci beaucoup. Au revoir.